Bonjour Gaïa, bonjour, désolé, je sais plus. Filou! Alors je suis Philippe, je joue Barthémulus dans la série et je dessine la BD. Première question, qu'est-ce que vous pensez du Mangazure? Oh, bah alors pour nous, ça, c'est toute notre histoire quelque part, puisque tout a commencé ici même. Avant, c'était le cartooniste, et puis ensuite, le Mangazure a continué en fait la convention qui existait au tout début. Et en fait, avec Likura, qui est la créatrice en fait du Mangazure, au départ, elle a voulu redonner un petit peu au Palais Neptune cette convention qui existait avant. Et donc, c'est elle qui a bossé sur le projet du Mangazure. Et nous, on a été là avec elle vraiment au tout début. Je me souviens qu'on était en train de chercher les noms sur le forum de la Fungisoft pour savoir qu'est-ce que ce serait. Et finalement, c'est le Mangazure qui a été retenu. Et depuis, évidemment, elle a passé le flambeau. Et vous avez continué, l'équipe du Mangazure a pérennisé la convention. Et voilà, on est encore là aujourd'hui. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Oui, c'est ça, exactement ça, c'est pareil pour moi et pour beaucoup de membres de l'équipe. C'est vrai qu'on a tous connu le cartooniste avant et quand on a appris qu'il y avait un nouveau salon qui se montait ici, on était vraiment très très enthousiastes et motivés pour revenir. Surtout qu'on connaissait donc les personnes d'origine qui ont fait le projet, on sait dans quel esprit ça a été créé. Il y a eu des membres de l'équipe de Noob qui ont fait partie des orgas. Carrément. Je crois que Sparadra... Fred animait le cosplay. Et c'est là d'ailleurs où je l'ai vu pour la première fois et où j'avais dit à Fabien ce serait pas mal d'avoir un showman dans l'équipe, un bouffon, un débile. Je crois qu'il y a Dark Avenger aussi qui était... il me semble qu'il était dans les orgas la première année où j'étais venu. Dark Avenger. Il était là, il avait les cheveux courts et je me suis dit mais pourquoi il y a Viggo Mortensen dans les C'est orgas? vrai que c'est le même. Non, c'est encore plus loin en fait. Je me souviens qu'on était en train de... Enfin, moi j'étais pas là, mais Fabien était en train de tourner. T'étais pas là? T'étais où? où? J'étais pas là. J'étais pas là. Et en fait, il était en train de tourner, Fabien, et il y a un mec chelou qui s'arrête et tout, parce que évidemment, meilleur endroit qu'au bord de l'autoroute, enfin c'est au bord de la route pour pouvoir tourner une scène. Et donc le mec s'arrête et il commence à faire c'est vous la Fungisoft? Et donc il nous avait vus au Mangazure justement. Même, c'était plus au cartooniste à l'époque, ça date. Hein. Et donc c'est comme ça qu'il a intégré l'équipe. Ouais, voilà. C'est pour dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées ici dans ces murs pour nous. Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce qu'est Noob pour ceux qui ne vous connaissent pas? Parce qu'il y en a encore plein qui ne vous connaissent pas. Oh, comment commencer? Noob, c'est beaucoup de choses. C'est avant tout une web-série, 5 saisons, plus une 6e qui est en quelque sorte le premier film de la trilogie. C'est également une adaptation en roman, BD et en roman, édité chez Octobre, et en bande dessinée, édité chez Soleil. Voilà. Alors de quoi ça parle? C'est avant tout une équipe de bras cassés, une équipe de petits noobs qui peinent à monter ses niveaux et qui jouent dans un MMORPG, un MEPORG qui s'appelle Horizon. Voilà. Et donc l'idée c'était de présenter des gens qui peinent sur un jeu vidéo, mais plutôt que de les montrer derrière leur clavier, on montre ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire qu'on suit leurs avatars qui évoluent au fur et à mesure dans l'histoire et vraiment ils sont pas doués quoi. C'est des noobs. C'est-à-dire que même quand ils montent les niveaux, même s'ils arrivent niveau 50, 60, peut-être même niveau 100 au bout d'un moment, ils restent toujours aussi mauvais. Car la notion de noob en fait est complexe, ce n'est pas forcément lié au niveau on va dire. C'est un état d'esprit, voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette aventure? Comment dire? L'argent, la célébrité, la notoriété. Non, mais en fait, nous, on était... Enfin, moi, ça fait depuis le tout début, en fait, que je participe au film amateur, et on n'était pas connus avant, et on faisait ça, d'ailleurs, on le fait toujours, hein, pour amuser nos proches, notre famille. Ça a été fait dans cet esprit-là au départ, en fait, les films amateurs, et Noob n'est que le prolongement, finalement, de cette aventure, l'aboutissement, on va dire, puisque c'est vraiment grâce à Noob qu'on a vraiment passé un petit peu un cap. Et toi, justement, c'est quand on a passé un petit peu ce cap-là que tu nous as rencontrés. Moi, je suis arrivé dans l'équipe il y a 6 ans et c'était déjà une équipe assez soudée. Ils avaient vraiment fait énormément de films amateurs. Vous avez fait Lost Level, Final Quest, Serial. Final Quest 1, 2, 3. Voilà, moi, je faisais déjà de la BD. Ils connaissaient mes BD d'avant. Et moi, je commençais à voir Noob sur No Life. J'avais vu les premiers épisodes de Noob sur No Life et j'aimais bien le délire. Je me disais, c'est cool parce que c'est une série amateur qui essaye des trucs différents, c'est-à-dire qu'ils vont tourner en extérieur, c'est en décor naturel que souvent les web-séries se cantonnent à faire des intérieurs parce que ça coûte moins cher, c'est plus simple à faire. Et là, je me disais déjà ils essayent d'avoir des costumes, il y a des petits effets spéciaux avec les curseurs et tout. J'aimais bien le délire. Et quand je vous ai rencontré à Japan Expo Sud, donc il y a 6 ans, et c'est là qu'on a accroché quoi.
Et puis on est devenus copains, ça s'est fait tout seul Ça s'est fait tout seul en fait, parce qu'on avait des gens de l'équipe qui étaient fans de Saint High School, du travail de Philippe, notre BD donc. Notre BD, et qui donc justement était venu voir Philippe pour une dédicace. Et il se trouve que par la suite, tu avais fait J'avais fait un dessin avec tous les persos. Ouais. Voilà, et donc nous, c'était la première fois qu'un dessinateur nous faisait comme ça une mise en dessin, on va dire, de l'univers de Noob. Et donc forcément, on s'est dit, putain, mais c'est trop bien. En plus, le style SD, ça irait vraiment bien. Et là a commencé à germer l'idée d'une bande dessinée avec Fabien. On s'est dit, putain, mais c'est trop ça qu'il faut en fait. Hein. Une adaptation, ça s'y prêterait. Et en plus de ça, ça ouvrirait en plus des possibilités pour Fabien sur le plan narratif, puisque nous, on est forcément tributaires des moyens déjà de base. Et puis tout simplement, on peut pas faire des dragons en 3D comme ça. Donc c'est moi qui fais tout dans la BD. Voilà, tout ce que Fabien ne peut pas faire. Voilà, des donjons immenses, des armées entières, des dragons. C'est ça. Voilà. Mais c'est rigolo à faire. Donc voilà. Et par rapport à vos débuts, on sent une nette amélioration du jeu des acteurs. Ça c'est toi qui le dis, ça. Par exemple, Judge Dredd, son début, c'était un peu compliqué. C'était son tout premier. Et le premier film, justement, on voit bien qu'il a vraiment changé son jeu et qu'il est vraiment dedans. Déjà, le personnage de Judge Dredd, ce qui est particulier, c'est que avant qu'on le voit enlever sa capuche et qu'on voit, donc c'est Lucas Robert qui joue. Voilà, donc Lucas, déjà, c'était sa première fois où il jouait, mais même avant le personnage de Judge Dredd, c'était jamais le même acteur qui le faisait en fait. Jamais. Quand on le voyait, c'est un personnage qui est masqué, qui a une grande cape, une grande capuche, c'est jamais le même acteur. Il y a un épisode où Judge Dredd est plus petit et il parle beaucoup avec les mains. Avec les mains, comme ça, et résultat. Parce que c'est l'acteur de Sparadrap qui le joue. C'est Fred. Quand on le voit se jeter, se rouler dans les pierres, dans les cailloux, c'est Fabien qui se jette comme ça. La seule continuité qu'il y avait sur le perso, c'est que c'était Omegazel, enfin Julien qui joue Omegazel, qui faisait sa voix, qui le doublait après en studio, mais non, on n'a pas de studio. Non. Qui le doublait dans la voiture de Fabien. La voiture, on peut le dire, le meilleur studio c'est la voiture. Donc voilà, et c'est depuis le film qu'on a Lucas qui joue le personnage de Judge Dredd Jusqu'à présent, démasqué. il faisait perchiste. Et c'est tout récemment qu'il s'est mis finalement à vouloir jouer avec nous. Ouais. Et moi je trouve qu'il s'en sort super bien. Il forme un duo comique génial avec PA. Je trouve que vraiment ça... Tenchirok le hacker, je trouve que ça a même renouvelé un petit peu le personnage de Tenchirok le hacker qui était un petit peu enfermé dans ce côté je domine tout, je me la pète, je suis au-dessus de tout ça. Et ben voilà quoi. Ça je trouve ça pas mal. Mais on voyait des fois, justement en tant que fils de Tenchirok, où il faisait un petit peu le gothique métalleux. On l'avait déjà vu dans cette apparition-là, où il parlait justement. Et ce jeu-là, il n'était pas forcément très beau pour parler au premier. Et donc, au premier film. Ah oui, forcément, parce que comme on disait, la première fois, donc, quand Lucas apparaît en Judge Dredd démasqué à la fin de la saison 5, c'était la première fois qu'il était devant la caméra. Donc nous on était là depuis 5 saisons à faire les crétins devant la caméra, à jouer nos rôles et tout. Lui c'était la première fois de sa vie déjà qu'il jouait vraiment. Donc il était super stressé. Il était super stressé. Il était avec Tenchirok qui PA qui lui a l'habitude puisqu'il a commencé quasiment en même temps que moi en fait les films amateurs dans l'équipe. Donc voilà, donc il a eu. C'est vrai que Lucas a dû d'abord prendre ses marques par rapport aux autres acteurs et même par rapport à trouver la manière de jouer le personnage. Dès qu'un nouveau perso arrive, il faut découvrir le perso, même pour l'acteur, il faut qu'il comprenne bien comment il est, comment il bouge et tout. Quand on regarde Sparadrap, comment il est joué dans la première saison et comment il est maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a une évolution. Il y a juste, par exemple, dans le film, on a le personnage de Nadir Rafal qui apparaît, qui là est joué par Arnaud, qui est un vrai comédien, qui lui a vraiment pris des cours, tout ça, une formation. Donc lui, d'entrée, il a bien saisi le perso, il a su très bien le jouer et tout, mais sinon, on est des amateurs. On est des amateurs. On est des noobs en comédie. Ouais. Et moi, je trouve qu'il s'en est vraiment super bien sorti, Lucas, parce que c'est pas évident. C'est l'un des plus jeunes de l'équipe. Et prendre le train en marche comme ça, de voir, en plus avoir la responsabilité d'un personnage que les gens aiment déjà, Judge Dredd,
il fallait pas que les gens soient déçus finalement de qui était Judge Dredd IRL. Moi je trouve que c'est voilà, qu'il se débrouille super bien. Ouais, il est génial. Il a une scène dans le film donc, où il est en civil chez le psy avec son père, donc, qui est Tenchi Rock. Voilà, et le psy qui est joué par Rudy, qui est le réalisateur de la Flanders Company, qui a aussi un passif d'acteur. Et donc il est avec ces deux espèces de bonhommes qui ont l'habitude de jouer, qui ont des personnalités vraiment présentes et tout, et il s'en sort super bien, quoi. Carrément. C'est une de mes scènes préférées du film. Je trouve qu'il est en retenue justement par rapport aux autres. Il fait pas comme les autres, il a pas voulu copier. Il a son personnage, il l'a fait comme lui le pensait. Et là, comme on n'a pas de directeur artistique, c'est un petit peu chacun en fait qui sent comment il a envie de l'interpréter, et on voit si jamais ça passe ou pas. Évidemment, si la personne elle se fourvoie complètement, on lui dit. Mais là, il se trouve qu'il a trouvé un ton qui était beaucoup plus calme. Et je trouve que justement, c'est pas mal parce qu'on n'en avait pas comme ça des personnages. Oui, on est très souvent dans l'exubérance. Bah ouais, on a tendance un peu à forcer le trait, à grossir. C'est un peu notre marque, quoi. Et finalement, lui, il l'a fait plus en retenue, et je trouve que ça passe très bien, quoi. Parce qu'en fait, en étant dans la retenue, c'est une parodie, en fait. Et par rapport au premier film, qu'est-ce que ça vous a fait de le diffuser au Grand Rex ? Ça fait des frissons. Ça a fait peur aussi. Ah oui, bah alors déjà, toute la préparation, ça a demandé 6 mois. En fait, ouais. Moi, donc, ça a été. Comment je l'ai ressenti ? En fait, je pensais pas vraiment au film, au Grand Rex, parce qu'on avait décidé de faire un spectacle avant qui devait durer 1 heure, 1 heure et demie. Et on avait tellement focalisé sur ce spectacle, à préparer, à répéter et tout, qu'on pensait même plus qu'il allait y avoir le film. À la base, quand même, le Grand Rex, ce qui a motivé cette diffusion, c'est le film, c'est la trilogie. Donc, c'était ça l'objectif ultime. Et d'ailleurs, c'était quand même l'objectif pour tout le monde. Ouais. Et puis, on s'est dit, quitte à avoir une scène comme ça, aussi magnifique que la scène du Grand Rex, pourquoi ne pas essayer de faire un petit show en plus pour compléter la diffusion. Si on en a la possibilité, on pourrait faire une super soirée, quelque chose dans cet esprit. Et donc, je me suis mis à l'écriture et en septembre, et c'est là qu'ont commencé ensuite les répétitions du spectacle. Ça a été une grande aventure parce qu'en fait la difficulté c'est que tout le monde était dispatché en fait partout, donc dès qu'on avait l'occasion de se retrouver c'était vraiment l'occasion pour refaire le point sur le script, est-ce que tout le monde avait bien compris. Elle nous a fait répéter le 31 décembre pendant le réveillon. Moi je suis dans le non, c'est pas bien. Oh mon Dieu. Non mais c'est vrai, c'était chaud, c'était tendu, mais ça valait le coup, quoi. Quand on a fini le spectacle, déjà, quand on a vu la salle qui était à bloc, qu'après on s'est changé parce qu'on était en costume de nos personnages, puis on s'est remis en civil, on allait voir le film. Déjà le voir sur le grand écran, voir sa tête sur le grand écran, ça fait bizarre. On se dit tiens, c'est à ça que je ressemble. Et à la fin, on a une standing ovation au Grand Rex. C'était juste un truc de fou. C'était fou. C'est vraiment l'idée de se dire putain, c'est l'aboutissement, quoi. On a vraiment réussi en plus, c'était pas que pour nous juste une projection. On avait fait venir toutes nos familles, enfin chacun avait réussi à faire venir sa famille, ses grands-parents, tout ça. Et donc, pour certains, c'était même la première fois qu'ils découvraient en gros nos activités. Ils se disent ils sont sympas les gamins, ils font des trucs dans la colline, ils s'amusent, ils tournent machin. Mais je pense que, moi je parle pour ma famille. Ils n'avaient pas anticipé, on va dire, l'ampleur. Et je me souviens que ma mère me disait mais il y a du monde partout, mais il y a une file et tout. Oui maman, il y a des gens. Et c'était drôle parce que voilà, c'était émouvant déjà primo d'avoir dans le public des gens, nos familles, nos amis, tout ça. Et puis quand on était qu'on attendait pour commencer le spectacle, les gens scandaient les cris des factions, il y avait une énergie, c'était fou. Moi c'est là où j'ai commencé à prendre peur. En fait, moi, j'avais fait un tout petit peu de théâtre amateur quand j'étais plus jeune, donc je suis pas du tout pro, mais j'avais au moins été sur une scène, donc tu sais à peu près ce que c'est. Oui. Donc voilà, déjà. C'est triste à dire, le Grand Rex, ça s'est passé la semaine où il y a eu les attentats Charlie Hebdo, qui, ça fait moi je pense un peu, le Grand Rex à un moment j'y pensais plus trop, je pensais à tout ce qui s'était passé, à ces événements très tristes et tout. Donc voilà, et ça fait que j'ai été un peu dans une espèce de bulle, j'ai pas vraiment réalisé, sauf 10 minutes avant le spectacle. Effectivement, je suis arrivé en backstage, parce que c'est moi qui ouvrais le spectacle, j'étais tout seul sur scène dans une cage. J'étais tout seul dans une cage sur scène. Et quand la salle était chauffée à blanc et les gens hurlaient coalition destruction, ils chantaient parce qu'on avait on avait divisé la salle en 3 et les gens étaient assis selon la faction qu'ils voulaient, les rouges, les jaunes et les verts. Et ils s'engueulaient entre eux, les meilleurs c'est nous, non les meilleurs c'est nous.
Et c'est là on s'est rigolo. dit, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire, Mais il y avait un on monde va se faire fou, défoncer là. c'était- Si on se loupe, ils vont nous manger tout cru. Bah, en fait, ça avait enfin, c'était impressionnant parce qu'on savait que voilà qu'il fallait qu'on fasse le show et que bon bah il fallait que ça se passe bien, qu'on n'oublie pas notre texte, tout ça. Donc il y avait cette pression là. Mais de l'autre côté, en face, on avait notre public. La plupart, on les connaît en fait. Les visages, on les reconnaît. C'est des gens qui nous croisent en convention Ils viennent et très souvent, ils viennent très souvent on a finalement. un public très fidèle. On a un quoi. public voilà, qui nous suit depuis tellement d'années que bah, on les connaît. Et donc finalement, c'était pas tant le public. Je me disais pas on va se faire saccager, mais c'est juste le fait de pas vouloir les décevoir. Ouais. Et il y avait une pression. Je me souviens quand même, Meme, Serwan et PA, c'est quand même des personnes qui ont confiance en eux, qui se laissent pas déstabiliser comme ça quoi. Et là, vraiment, j'étais en haut dans les balcons avec eux. Putain, ils faisaient une de ces tronches quoi. Ouais, parce Ils en menaient pas large On quoi. avait fait en sorte que certains personnages arrivent dans des endroits différents. Il y a Florence qui joue Nostaria. Ouais. On l'a fait arriver du fond de la salle, donc Ouais. elle était cachée au fond de la salle. Ouais. Elle attendait toute seule avec déjà une partie du public qui l'avait vue, qui se Ouais, retournait et ouais. tout. Elle était comme ça. Mais Ouais. ça valait le coup. Ça valait le coup, c'était un moment inoubliable. Ouais. C'est beaucoup de stress, mais vraiment au final très très content. On était vraiment super content quoi. Et sur PGM Stuff, on voit que vous vendez justement divers produits comme les BD, les romans, les peluches, etc. Mais vous faites aussi les DVD. Oui. Et est-ce que vous n'avez pas peur justement que les jeunes ne s'intéressent que au web et pas au DVD? C'est un risque parce que c'est une évolution de la société, c'est une évolution de la manière de consommer les séries. Il n'y a qu'à voir, que ce soit de manière légale, avec Netflix, avec, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, avec Canal Play, tout ça, ou de manière illégale, les gens qui téléchargent, je ne sais pas bien. On n'est pas dans cette Mais, logique voilà, en fait. mais Depuis le début, on incite en fait au téléchargement. On veut tout simplement que ce qu'on fait soit vu. Donc, Enfin, au téléchargement en streaming, tu veux au dire. streaming, oui, au streaming. Oui, plutôt au streaming quand même, de base. Mais voilà, on a toujours été dans cette idée de maximiser les diffusions avant tout. Souvent, il y a des chaînes de temps en temps, genre une chaîne corse qui était venue pour nous demander les droits de diffusion. Voilà, nous, on a dit, pas de souci. Voilà, on ne fait même pas payer d'ailleurs, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment que ce soit accessible. Même... Et puis, les DVD, depuis qu'on a récupéré les droits et que c'est Olydri qui les édite, on a fait en sorte que ce soit un produit dont on soit fier. Donc, le packaging a été tout refait. Il y a des bonus dedans. L'idée, c'est que c'est avant tout un goodies pour les collectionneurs, en fait. C'est un bonus, le DVD. C'est plus, en fait, pour les gens qui voudraient avoir une belle édition. Ça s'adresse davantage au public de collectionneurs plus que n'importe quel consommateur. Après, on le voit, les fans, ils sont contents, ils connaissent la série, ils sont contents de venir sur le stand et d'avoir, vu qu'ils connaissent déjà la série, plutôt que d'acheter le DVD, d'avoir un t-shirt, d'avoir le poster, voilà. d'avoir le... L'idée, c'est pas de pousser à la consommation à tout prix, mais de donner la possibilité à ceux qui veulent nous aider de continuer à le faire. Et puis si en plus les goodies leur plaisent, c'est que demande le peuple, ouais. C'est encore mieux. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer à faire en sorte que même les gens qui n'ont pas forcément les moyens puissent continuer à suivre la série en streaming sur Internet, gratuitement. Et puis puissent avoir leurs dédicaces aussi gratuitement, puisqu'on ne fait jamais payer les dédicaces, et on dédicace sur tout support. Voilà. Et j'avais aussi une autre question, c'est par rapport au tournage. Là, vous étiez à Carcassonne, après le Mangazur, vous êtes en Normandie, mais comment vous avez découvert ces lieux-là? Comment vous les avez repérés? Il y a Istos, des gens en grande partie. Alors, en fait, de base, amont, en amont, on a une chance inouïe, c'est d'avoir déjà parmi fan le public, base. Dans la fanbase, des gens qui ont des accès soit au service culturel de la mairie, soit via des associations. Et ces gens-là, des gens qui font du GN, qui font donc du là, jeu de par exemple, à rôle, Carcassonne, c'est Nicolas qui est venu. En Normandie, c'est Sébastien Sévran. À Lyon, on a également quelqu'un qui nous a tout organisé de A à Z. Et c'est inouï parce que des tournages clés en main pendant 2 semaines où on nous dit lundi vous pouvez accéder à tel endroit, mardi tel endroit, mercredi tel endroit,
tout est déjà prévu à la base. Les autorisations ont été faites, ont été demandées. C'est comme si on avait tout un service, on va dire, juridique, administratif, qui s'occupait de ça dans son coin, et il nous mâche le travail. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est Mathieu, il va sur place pour vérifier, commencer en amont. Avec la personne Avec qu'il a contacté, pour visiter tous les lieux, voir se dire, bon, bah ça, ouais, effectivement, ce serait bien, ça, peut-être pas. Pour ça. sélectionner, pour faire un premier, pour voir l'accès, comment ça va s'organiser, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver et ensuite de se rendre compte qu'il y a 3 heures de marche pour arriver au château, et qu'il faut porter tout. Enfin voilà, après c'est sur le plan juste technique. Et puis après, nous, on loue le gîte, on arrive, on pose les bagages et on a tout clé en main, quoi. Et ensuite, Fabien, en fonction des lieux, parce que Mathieu en général prend des photos, la dernière fois il était allé avec Lucas aussi, ils ont pris plein de photos, ce qui fait que Fabien ensuite a vraiment une idée des lieux et peut adapter en fonction des besoins du scénario, tel lieu, en fonction des disponibilités de tel acteur. Et ensuite, il construit le scénario avec tout ça, quoi. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des lieux de plus en plus beaux. C'est ça qui est impressionnant. Moi, j'ai fait les tournages en Normandie l'année dernière. C'était déjà très beau. Ouais. Puis j'ai fait une partie des tournages en Savoie et à Lyon. Il y avait des décors de fou. Là, on a la Carcassonne, on a des trucs de malade. Ouais. Et pour la Normandie, vous avez un décor de fou. Je sais pas si on peut en parler ou pas. Mais on va voir la Bénédictine, là. La Bénédictine. Et puis il y en a un autre aussi qui est très connu. Je sais pas s'il faut le dire ou pas. Si, on peut le dire. Je t'en prie. Il va y avoir un tournage au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est quand même le truc de malade, quoi. Donc, et il va y avoir une partie de la journée, de la soirée, où ça va être fermé uniquement pour qu'on puisse tourner, donc sans touristes et tout. Et donc, moi j'ai écrit le truc, et donc Omégazelle va dans les marais, et et sombre. Et fin. Bien, non? Bah oui, écoute. Mais voilà, pour dire qu'on a des décors de plus en plus fous, magnifiques. Donc voilà, les films vont être de mieux en mieux. C'est hallucinant. Et là, on essaye d'avoir également un petit peu quand même des décors sur Toulon, puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais réellement demandé d'autorisation de tournage, hormis pour la Bouilla du côté de la Garde. Et on a toujours tourné sur le Faron, qui est vraiment notre colline, enfin notre montagne, notre fief, quoi. Mais je pense que là, on l'a utilisé sous toutes les coutures. Et on commence un petit peu grâce à la mairie de Toulon, à avoir accès à des endroits qui nous étaient un peu interdits jusqu'à présent. Notamment pour le film 1, on peut voir la Tour Royale, qui est un endroit magnifique qui est en fait finalement devenu la Tour Gabaladria-Bouillac. Ouais. C'est vrai qu'on a une chance en France d'avoir un patrimoine très riche et d'avoir plein de décors. Donc voilà, souvent le plus dur, c'est d'avoir les autorisations. Et, Alors, dernière question, est-ce que vous avez quelques anecdotes, alors que ce soit de tournage ou autre, à nous raconter? Les anecdotes, on en a plein. Bon, on a la fameuse anecdote du bateau qu'on a racontée maintes et maintes fois. Celle-là, tout le monde la connaît maintenant, ou les acteurs qui ont été malades. Ah si, moi j'en ai une. En fait, c'est pour le film 2, vous ne l'avez pas encore vu, mais il y a une scène qui se passe dans l'usine des eaux de Saint-Clair. Magnifique endroit, haut à, je sais pas, 2 degrés. Et donc Fabien, on découvre les lieux comme d'habitude, et là Fabien me fait « ce serait quand même bien et tout que vous alliez tourner de l'autre côté, en fait, l'endroit non sécurisé, de l'autre côté, en fait, par rapport à lui, il était sur la plateforme, bien et tout, nickel. Avec les barrières de sécurité, tout nickel. » Et nous, il nous demande de prendre 2 petits, des espèces de paillotes, des petites barques, n'importe quoi, moi, des pagodes ou je sais pas quoi, là, des espèces des barcasses pourries, tu peux pourries, des coquilles de noix. Voilà. Et donc, Mathieu s'y colle. En costume et tout, avec les armures, alors, les pièces de cuir. Nous voilà partis pour justement l'autre rive. Et là, l'entrée dans la barque n'a pas posé problème. Ça a été plutôt la sortie, en fait. Parce qu'il y avait une espèce de boue, de glaise. Et moi, avec mes talons de 8 cm sur la glaise, j'ai mis le pied. La barque est partie en sens inverse. Grand écart, plouf, en costume. Ouais. On a rarement été aussi efficace sur un tournage. Là, c'était « Bon putain, vous l'avez réussi ça, ma phrase !» J'avais trop froid et tout. Et donc ça, vous le verrez, j'ai pavé. Et ça, vous le verrez dans le film 2. Voilà. Merci d'avoir répondu aux questions, d'avoir pris un peu de temps. Mais de rien, merci à vous. Merci à vous.